Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va attendre qu'un maximum de personnes se connectent. Merci à tous en tout cas d'être là et ponctuels en plus. Bon, remarque Alexandre, si tu en es d'accord, je pense qu'on peut commencer Oui, je pense, il y a déjà pas mal de monde. Hop, le temps que tout le monde arrive, on va commencer tout doucement, oui. Oui, très bien. avec la présentation. Donc, déjà, merci Alexandre d'être là et de nous faire l'honneur d'être là pour présenter la solution et puis nous faire un retour d'expérience à la fois en tant que coopérateur et éditeur de solutions. Tout à fait, avec plaisir. C'est une double casquette qui a finalement beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc, ça va être intéressant que tu puisses nous faire tes retours. Donc, bonjour à tous. On va passer à la petite présentation un peu des intervenants. Je commence avec ma propre présentation. Je suis Paul Benelli, je suis le directeur du département du cabinet As Avocat, qui est entièrement dédié aux nouvelles technologies et au digital. Et pour ma part, je suis le directeur d'activité du pôle dédié aux plateformes et marketplaces, qui est donc entièrement dédié à l'accompagnement des plateformes, qu'elles soient marketplace ou autres, B2B, B2C ou C2C. Le cabinet est composé de 5 départements principaux, mais on intervient sur un grand champ d'activité. Et on a comme particularité d'être triplement labellisé par la CNIL, donc pour des prestations liées à la donnée, qu'elle soit personnelle ou non personnelle. Et en ce qui concerne plus spécifiquement le pôle marketplace, on a accompagné environ 70 plateformes à date, avec certaines références qui sont publiques et qu'on peut vous montrer ici en matière de C2C et dont on peut parler publiquement. Et on va avoir Mon Super Voisin, qui est donc une plateforme C2C que vous allez retrouver directement dans des grandes enseignes. On a HomeServe, qui permet de mettre en relation tout un chacun pour des travaux à domicile. OnePark pour du parking. On l'a pas mis là, mais on accompagne par exemple Patatam, qui est souvent dans les gazettes en ce moment, et qui permet finalement, et qui est au cœur de l'économie circulaire pour le recyclage des vêtements. Si jamais vous avez des vêtements que vous souhaiteriez revendre, vous pouvez le faire via Patatam et via des encarts qui sont directement installés au sein de grandes enseignes. Ok, merci pour l'accueil. Donc bonjour à tous, moi je suis Alexandre Duquesnoy, je suis le directeur commercial chez Origami Marketplace. Donc j'ai à la fois un background de développeur informatique à l'origine, ce qui me permet d'avoir la vision à la fois technique mais également commerciale de la mise en place de places de marché. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter sur un scope très tourné C2C, la mise en place de marketplace C2C. Pour vous présenter rapidement Origami, donc nous éditons une plateforme de marketplace permettant à nos clients de lancer leur place de marché, construit autour de 3 axes, de pouvoir développer votre activité autour d'une plateforme à la fois complète et très évolutive, ça je pourrais y revenir, de potentiellement gagner également en productivité, d'améliorer votre pilotage opérationnel tout en pouvant automatiser énormément de choses, de pouvoir développer de nouveaux cas d'utilisation à votre business existant ou le lancement d'un nouveau business. Tout ça autour d'une solution modulaire basée essentiellement sur un cœur d'API que je décrirai juste après. Pour vous donner un petit peu d'histoire sur Origami, pourquoi nous mettons en place des marketplaces, eh bien, nous sommes dans l'univers de la place de marché depuis 2012, puisqu'à l'origine, nous avons développé à partir de zéro notre propre place de marché, qui était une marketplace de cadeaux originaux, au doux nom de commenceruiner.com, qui nous a permis de nous lancer dans l'univers de la place de marché et d'acquérir cette expérience opérationnelle en complément de cette expérience technique. Et au fur et à mesure de notre expertise,
entreprise, on a fait le choix de packager la plateforme technique que l'on avait développée à la base pour nos propres usages et de devenir nous-mêmes éditeurs de cette plateforme de marketplace. Ce que nous avons fait avec un lancement officiel en 2018, tout début 2018, et nous proposons donc à nos clients à la fois une plateforme technique complète, mais également eu un accompagnement, un retour d'expérience opérationnelle qui est très important quand on lance un nouveau business de plateforme de marketplace. Donc Origami, pour vous le décrire, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vais juste vous décrire voilà, sa philosophie, son architecture. Comme je le disais, Origami, si je devais le caricaturer, c'est 100% une API et autour de celle-ci, on va fournir différentes interfaces, back-office et front-office, modulo la typologie de place de marché. Donc la première interface, qui est vraiment l'interface cœur hein, pour le business de marketplace, c'est l'interface opérateur. Opérateur qui est le responsable, le confiance, l'administrateur de la place de marché. Il va avoir sur ce back-office toutes les fonctionnalités pour gérer au quotidien son business de marketplace. Donc, sans être exhaustif, vous allez avoir tout un PIM de gestion de catalogue, la gestion de vos commandes, de vos tableaux de bord, devis, messagerie, transporteur, bref, toutes les fonctionnalités pour gérer votre business. À côté de ça, on va avoir les interfaces vendeurs. Donc, grosse subtilité d'Origami, c'est que l'interface vendeur peut avoir différents formats. On va y revenir plus en détail dans un second temps, mais vous pouvez avoir des formats pour des vendeurs professionnels, mais également des vendeurs particuliers. Là, on va parler essentiellement de vendeurs particuliers dans un contexte de marketplace C2C. Et la dernière partie, c'est le front office. Donc front office pour les clients finaux, front office responsive, mobile, très tourné vendeurs et acheteurs particuliers. On le voit de notre expérience, les marketplaces C2C, on est généralement sur du 75 à 80% d'utilisateurs sur mobile. Et cette idée, système vendeurs et opérateurs, c'est cette idée de pouvoir s'intégrer très facilement dans des contextes existants. On le verra quand je présenterai les use cases de la marketplace C2C. Hop, alors, ensuite, on va parler un petit peu plus de l'architecture et la présentation des marketplaces de seconde main. Qu'est-ce qu'une marketplace de seconde main au final? Pourquoi on va lancer des places de marché C2C? On va partir de Zoom hein, sur cette nouvelle tendance. On va vous présenter quelques cas d'utilisation. On va vous présenter quelques fonctionnalités clés. Là, pareil, hein, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner quelques idées de pouvoir potentiellement vous projeter si vous avez des projets concrets de place de marché C2C et également quelques exemples de clients utilisant et mettant en place des marketplaces C2C. Alors tout d'abord, petit zoom hein, sur cette nouvelle tendance. On est sur le point de vue des particuliers. On voit que c'est une tendance forte en France sur les marketplaces C2C. Les Français sont de plus en plus nombreux à acheter par exemple des vêtements d'occasion. On voit que 32% des individus ont déjà eu recours à la seconde main en général, une proportion qui double en l'espace d'un an. Ça représente un nombre très important de Français qui utilisent justement cette seconde main, hein, ces plateformes de seconde main, avec également une montée d'une conscience écologique qui n'est pas à négliger. Je suis pas là pour faire du greenwashing, c'est pas du tout l'idée, mais ça reste un point important. Cette conscience écologique n'est pas à négliger quand on souhaite développer de nouveaux canaux d'acquisition sur un business potentiellement existant. Ça peut apporter des nouvelles alternatives de consommation, très important, c'est émergent et on est vraiment sur ce contexte de seconde main clé hein, pour quand on lance une marketplace C2C. On voit également que du point de vue des entreprises, c'est une tendance également très importante. On est par exemple dans un contexte de retailer ou de e-commerçant ou de commerce alimentaire. Cette idée que la destruction des invendus hein, non alimentaires neufs est interdit par principe. Donc les entreprises doivent forcément trouver de nouvelles idées, de nouveaux canaux pour donner, recycler leurs produits ou justement les vendre au travers de marketplace C2C, de business de seconde main. Donc on voit que ces derniers sont contraints également de changer de modèle de production et trouver une solution pérenne de recyclage pour leurs invendus, et cela très très vite.
On voit ensuite qu'il va y avoir différents cas d'utilisation de la marketplace C2C. Le premier que je vais vous présenter, c'est par exemple, je suis moi, un e-commerçant, je suis un retailer, je souhaite maîtriser mon marché de l'occasion et ne plus être embarrassé justement avec les invendus. Donc l'idée de ça, c'est que je suis un e-commerçant, un retailer, je suis déjà bien identifié sur mon marché, sur ma niche, et je souhaite développer ce nouveau canal justement d'acquisition, ce nouveau canal pour pouvoir revendre potentiellement mes invendus, pouvoir utiliser mes clients déjà existants, pouvoir créer une forme de communauté complémentaire par rapport à mon business principal. Et cette idée va me permettre justement de pouvoir booster mon chiffre d'affaires en touchant une cible existante, mais également une nouvelle cible. On est sur une solution qui est très complémentaire, très innovante pour aider également dans la fidélisation de mes clients. Cette idée de maîtriser son marché de la seconde main, cette idée de performer, hein, d'augmenter ses revenus au travers de ce nouveau canal d'acquisition, de potentiellement avoir une solution également sur mesure. Chaque business est différent, donc la marketplace peut également s'adapter à ce business existant de retailer ou de e-commerçant et de toujours rester la référence, d'apporter de nouvelles solutions, de nouveaux services, de nouveaux produits à mes clients existants, mais également de toucher une nouvelle clientèle. Un autre cas d'utilisation, eh bien, ça va être pour les particuliers souhaitant acheter ou vendre du matériel de bonne qualité, de seconde main, reconditionné, et donc pas forcément neuf. On est toujours sur cette idée de l'occasion. Pourquoi? Eh bien, pour faire des économies, pour se débarrasser de vêtements, par exemple, que j'ai mis à mon premier enfant, mais je ne vais pas m'en resservir. Donc, je me débarrasse et j'offre une seconde vie à des produits qui ont encore toute leur valeur, même s'ils ne sont plus neufs. Faire un geste pour la planète, de potentiellement également dénicher de nouveaux articles que je ne peux pas forcément ou que je ne souhaite pas acheter neuf. Et là, je peux, au travers de ces marketplaces aussi, les trouver en occasion. Donc maîtriser son budget, potentiellement trouver la perle rare, ça peut être très important, de trier intelligemment, de ne plus jeter, de proposer une nouvelle vie à ses accessoires, ses vêtements, son vélo. Ça peut toucher vraiment toutes les typologies de produits et de devenir consommateur, qui est un point également qui n'est pas à négliger. La marketplace de seconde main en quelques fonctionnalités. Donc là, je vais zoomer sur quelques fonctionnalités, hein. Toujours, ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner quelques idées. On est dans cette idée de mobile friendly. Comme je vous l'ai dit en introduction, généralement, on est sur du 75-80% d'utilisateurs mobiles. Donc, pensez les fonctionnalités mobiles. Pourquoi pas avec des applications natives, applications PWA, qui va vous permettre d'avoir une seule application pour iPhone, Android, faire du cross-platform, le responsive design, d'avoir des interfaces très ergonomiques, très simples, pensées pour des particuliers. On est face à des particuliers du côté acheteur, mais également du côté vendeur. Donc, il faut leur mâcher le travail au maximum. Les interfaces doivent être très ergonomiques, très simples d'utilisation. Donc, pouvoir leur fournir des workflows clés en main. Les particuliers ne doivent pas être perdus. On va être également sur des possibilités de vendre et d'acheter à partir d'un même compte. On est sur des utilisateurs à la fois acheteurs, mais également à la fois vendeurs. Donc pourquoi pas leur fournir des fonctionnalités de portefeuille virtuel. Je fais une vente de 20 € sur la marketplace, j'ai ces 20 € sur mon portefeuille virtuel, je peux les réutiliser en tant qu'acheteur directement sur la plateforme. On est vraiment sur cette idée d'économie circulaire à tous les niveaux, et même au niveau du portefeuille également. De pouvoir, pourquoi pas, utiliser un service de conciergerie. Je suis un vendeur, j'ai des produits chez moi, mais je n'ai pas forcément envie de les expédier un par un. Ce sont des produits potentiellement assez volumineux, donc c'est peut-être complexe pour moi, particulier. Eh bien, je peux mettre mes produits en conciergerie chez l'opérateur, et c'est l'opérateur qui va se charger de la logistique et de l'expédition des produits. Ça peut être intéressant également. En tant qu'opérateur, vous pouvez
fournir des services complémentaires comme de la vérification de produits. Vous pouvez donner un tampon, un label sur les produits que vous, opérateur, vous avez vérifiés avant de pouvoir les revendre. Donc c'est cette idée de mutualiser certains flux, les flux de logistique, les flux de transport, les flux de vérification des produits. On est toujours sur cette idée qu'un opérateur de marketplace est un tiers de confiance. Et donc un tiers de confiance, ça peut se vérifier à certains niveaux de la place de marché et ça peut être également au niveau de la validation des produits, par exemple, qui sont des produits de seconde main. On est voilà sur différents cas d'utilisation, différentes fonctionnalités de la place de marché de seconde main. Un autre zoom sur une fonctionnalité encore très importante sur les marketplaces et peut-être encore plus sur les marketplaces C2C, c'est cette idée de service de messagerie tripartite. La possibilité de fournir un outil clé en main pour que les acheteurs particuliers et les vendeurs particuliers puissent interagir au travers de cette messagerie avec une ergonomie, avec une accessibilité de cette fonctionnalité, la possibilité de trier ces messages, la possibilité d'ajouter des pièces jointes, d'échanger entre acheteurs, vendeurs, mais également opérateurs, ça je vais y revenir. Donc cette idée de tiers de confiance, encore une fois, à tous les niveaux, et même au niveau de la messagerie. Alexandre, pardon, je t'interromps, mais il y a une question de Michael Oui, bien sûr. qui nous dit, qui dit usage mobile dit paiement mobile avec des wallets comme Apple Pay? Alors là, ça va dépendre du prestataire de paiement. Comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, sur une place de marché, vous allez encaisser de l'argent pour compte de tiers. Donc il va y avoir une notion de séquestration des fonds. Paul va y revenir d'ailleurs tout à l'heure, mais cette notion de séquestration des fonds va vous obliger, entre guillemets, en tant qu'opérateur de marketplace, à passer par des prestataires de services de paiement qui vont avoir une licence pour vous permettre d'encaisser de l'argent pour compte de tiers. Donc là, les prestataires de paiement vont vous fournir des méthodes de paiement, effectivement, carte bleue, virement, etc. et potentiellement Apple Pay. Donc à voir en fonction des prestataires de services de paiement s'ils peuvent vous fournir ce genre de méthode de paiement. D'accord? Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Heu, ensuite, n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des questions, que ce soit le plus interactif possible. Quelques exemples également. Donc là, une marketplace C2C dans l'univers équestre. Donc on est sur de la revente de produits de sur une niche, hein, qui n'en est pas une d'ailleurs, qui est un marché très important, des produits équestres. Donc, Prepisport qui est une marketplace C2C, de produits équestres de seconde main avec des notions de conciergerie, des notions également, de PSP, des notions, de notification par SMS. Donc on est vraiment sur de la seconde main, de produits équestres à très forte valeur ajoutée. Un autre exemple de la marketplace C2C dans l'environnement du vêtement. Mais là, on va un petit peu plus loin, c'est qu'on est dans l'environnement du vêtement grande taille, qui est une niche qui également n'en est pas une, mais qui est une niche qui n'était pas touchée par Vinted. Et là, on apporte vraiment une valeur ajoutée complémentaire. Ce client apporte une valeur ajoutée complémentaire à la marketplace de seconde main de vêtements grande taille. Donc, vous voyez que ça peut être dans tout secteur, hein. Là, j'ai pris exemple équestre, les vêtements, mais on peut avoir des exemples sur d'autres cas d'utilisation, hein, qui peuvent être très, très larges. Voilà un petit peu pour cette présentation. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans l'architecture technique, front office et back office. N'hésitez pas si vous avez des Alors, questions surtout. effectivement, Alexandre, Ah il y a oui, Adil qui nous demande de revenir sur le service de conciergerie. oui, d'accord. Que je le redécrive? Pas de questions précises? Pouvez-vous revenir sur le service conciergerie, s'il vous plaît? Ouais, tout à fait. Alors, on part simplement du postulat que sur une marketplace C2C classique, ce sont les vendeurs particuliers qui vont se charger de l'expédition des produits. D'accord? Quand il y a une commande, le particulier va expédier le produit. Là, l'idée de la conciergerie, c'est de mettre ces produits en conciergerie chez l'opérateur. Et ce n'est plus le vendeur qui va se charger des expéditions dès qu'il y a une commande, mais c'est l'opérateur, puisque les produits seront en conciergerie chez l'opérateur. Donc, c'est cette idée de pouvoir mutualiser les flux,
mutualiser le transport, mais également potentiellement apporter des services complémentaires à ces vendeurs particuliers. L'exemple classique, c'est moi, opérateur, je vais valider, je vais vérifier, je vais auditer les produits pour apporter ce service de tiers de confiance pour que les acheteurs soient certains que les produits sont de qualité sur cette marketplace. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais la conciergerie peut apporter d'autres services complémentaires, d'autres cas d'utilisation complémentaires à la marketplace C2C. J'espère que c'est plus clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas si ce n'est pas clair. Donc, comme je le disais, on a sur une marketplace à la fois des interfaces back-office, mais également des front office. Donc, front office qui peuvent être à la fois gérés soit par le client, soit par un tiers, une agence ou un intégrateur, par exemple. Le front office se doit d'être très UX-friendly, responsive, c'est un minimum. On peut également avoir des notions d'application mobile, conformes aux normes et standards du web, pensées pour les particuliers, des interfaces simplifiées, pensées pour les particuliers, que ce soit pour les acheteurs, mais également pour les vendeurs. Mobile first, totalement personnalisable et également un design adapté à votre charte graphique. On peut personnaliser les marketplaces par rapport à votre environnement, par rapport à votre charte graphique. On a également des interfaces back-office pour vous, opérateurs, mais également pour vos futurs vendeurs. Les back-office se doivent également d'être simples et d'être ergonomiques. Des interfaces pensées pour vous, opérateurs, pour suivre toute votre business au travers, par exemple, d'un dashboard personnalisable. Les vendeurs professionnels peuvent disposer d'un back-office très complet. Les vendeurs particuliers disposent justement d'un back-office simplifié, totalement intégré à la partie front office, ce qui permet d'avoir des utilisateurs à la fois acheteurs mais également vendeurs. Et l'opérateur peut lui également intervenir à tous les niveaux de la place de marché. Un opérateur est un tiers de confiance à tous les niveaux. Ça, je me répète, mais c'est très important, cette notion de tiers de confiance. L'exemple de la conciergerie, j'en ai parlé, là j'en reparle, c'est cette idée de pouvoir mettre des produits effectivement en conciergerie chez l'opérateur. Et c'est l'opérateur qui va se charger de la logistique et des expéditions de ces produits. Et pourquoi pas apporter des services complémentaires. Cette idée de messagerie tripartite, j'y reviens, mais c'est un point très important. Cette idée d'être un tiers de confiance également dans les échanges entre les acheteurs et les vendeurs, de pouvoir avoir une notion de transparence, de modération facilitée. Avoir des interactions acheteurs-vendeurs, c'est très bien, mais potentiellement, il faut pouvoir aussi modérer les échanges, peut-être également intervenir, apporter un service après-vente de niveau 1, de niveau 2. Là, tout dépend de votre fonctionnement et de l'intégration potentielle à votre existant. L'opérateur est un tiers de confiance. L'opérateur peut également trancher lors d'un litige, potentiellement faciliter également les échanges et trier ces échanges. Ça, c'est un point très important. Alexandre, Oui. Claude nous demande, est-il aussi important que les interfaces de gestion back-office soient responsives? Oui, on considère que oui, parce que vous, opérateur, vous pouvez également potentiellement gérer votre marketplace sur des interfaces différentes et potentiellement mobiles. Donc oui, les interfaces back-office, front-office sont totalement responsives et c'est un point important. Ça permet aussi d'avoir une philosophie et une simplicité des interfaces. On n'est pas là pour fournir des interfaces usine à gaz, on doit aller au principal et cette philosophie mobile est très importante également sur la partie front office. Tout à fait. Voilà, je te passe la main, Paul. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alexandre. Donc oui, effectivement, je rebondis sur ce que disait Alexandre. N'hésitez surtout pas à nous interrompre. Vous avez un chat sur la droite, c'est la petite bulle avec les 3 petits points. N'hésitez pas. Et puis, Alexandre ou moi, nous y répondrons directement, soit à réception de la demande, soit à la fin de l'intervention. Juste avant que je commence sur la partie véritablement juridique, je tenais à préciser qu'on va adresser la question des marketplaces et des plateformes en C2C. Alors en C2C, on peut aussi considérer qu'il y a du B2B, ou en tout cas de la seconde main appliquée à l'industrie notamment. Ici, on va se focaliser sur le C2C entendu comme de consommateur à consommateur. L'opérateur, dans les deux cas, pouvant être un tiers ou, comme on l'a dit au début, une marque qui, par exemple, je prends des exemples, mais Decathlon qui voudrait créer un marché de la seconde main et capter le marché de la seconde main de sa marque, ou Ikea. Donc, si jamais vous avez des questions qui concerneraient un projet
en B2B de seconde main ou de recyclage ou d'économie circulaire, n'hésitez pas non plus à poser les questions. Néanmoins, là, pour l'exposé juridique en tout cas, je me concentrerai sur les marketplaces C2C, entendu comme la mise en relation entre deux consommateurs non professionnels. Alors, en ce qui concerne les aspects juridiques, je vais essayer de dérouler autour de 7 enjeux, 7 conseils. Et en premier lieu, il va falloir distinguer, parce qu'il y a une question centrale, c'est quelle est la responsabilité de l'opérateur? Et à ce moment-là, il faut bien distinguer la responsabilité liée aux transactions qui sont réalisées par la plateforme, donc les ventes de produits ou de services, ou même la location parfois, et la responsabilité liée au contenu. Puisque qui dit C2C dit vendeur non professionnel, donc personnes qui n'ont pas forcément connaissance et conscience des responsabilités juridiques liées aux activités qu'elles pourraient avoir sur la plateforme. Donc c'est bien et c'est très important de distinguer la responsabilité liée aux transactions à la vente de celle qui naît des contenus qui sont publiés sur la plateforme, qui pourraient être soit, dans le meilleur des cas, de mauvaise qualité, soit dans le pire des cas, carrément illicites. Le troisième point, ce sera de s'assurer de la légalité du modèle, puisqu'on l'a vu dans l'histoire récente, il arrive régulièrement que des opérateurs créent des plateformes C2C pour un peu contourner la loi. Et en l'occurrence, contourner souvent des agréments qui sont rendus obligatoires pour certaines activités. Le quatrième point, c'est important de bien définir son architecture contractuelle. Donc, quel contrat je mets en place sur la plateforme, comment est-ce qu'il s'appelle et qu'est-ce que je mets dedans. Le cinquième point, il est essentiel en C2C, c'est bien informer des obligations fiscales et sociales des utilisateurs. Pourquoi? Une plateforme C2C, en règle générale, ça sert aussi à proposer à une communauté de générer un revenu accessoire, un revenu incrémental au-delà de leur activité professionnelle quotidienne. C'est revendez les vêtements de vos enfants pour générer un revenu additionnel. Mais à ce moment-là, il est essentiel que l'opérateur indique quelles sont les obligations fiscales et sociales lorsque vous revendez des produits de seconde main, par exemple. Sixième point, il est essentiel de limiter sa responsabilité à l'égard des partenaires. Les partenaires, ce ne sont pas les utilisateurs, c'est finalement toutes ces personnes qui vont venir se plugger, tous ces prestataires qui vont venir se plugger à la plateforme et qui vont fournir des services aux utilisateurs par votre intermédiaire. C'est le cas, par exemple, des prestataires de services de paiement, des logisticiens ou d'autres personnes, par exemple les assureurs. Et enfin, dernier conseil, mais qui peut être essentiel, pensez à la vente et à la revente de votre société et de la société qui va gérer la plateforme. Parce qu'en règle générale, en tout cas, il arrive souvent, nous, au cabinet, qu'on ait des porteurs de projets qui nous disent, voilà, dans un premier temps, je veux créer une plateforme pour faire un POC, donc Proof of Concept, juste pour tester. C'est une chose d'avoir à court terme la volonté de tester, mais il faut aussi, dans le même temps, avoir, dans l'idée à plus long terme, qu'il y aura très probablement une revente. En tout cas, nous, ça fait 4 ans qu'on a créé un département entièrement dédié aux plateformes et marketplaces. Là, on voit, pour les premiers clients, les premières reventes. Donc, c'est une activité où on voit qu'il y a un vrai potentiel de revente. Donc, autant, dès le début, adopter de bons réflexes. Alors, si j'avance, dans un premier temps, en ce qui concerne la responsabilité de l'opérateur liée aux transactions dont il permet la conclusion, il faut savoir qu'en principe, alors naturellement, chaque projet a son modèle juridique, mais en règle générale, le statut qui est communément admis, c'est celui de courtier. Un opérateur est courtier, donc il met en relation les parties sans pour autant s'immiscer dans la transaction dont il va permettre la conclusion et sans qu'il soit garant de la bonne exécution. Donc, si je mets en relation deux personnes pour la vente d'un bien, je ne suis pas responsable de la bonne exécution de la vente. Et ça, c'est un statut qui a été consacré suite à énormément de jurisprudence à partir de 2012 concernant eBay. eBay n'est pas un mandataire ou un commissionnaire ou responsable de la vente dans la mesure où eBay se contente d'être un intermédiaire technique, de mettre à disposition une architecture sans pour autant garantir la transaction qui est réalisée via eBay. Les obligations du courtier, elles sont principalement au nombre de 5. En premier lieu, c'est rechercher un co-contractant. Naturellement, lorsque je vais sur une plateforme, c'est parce que je veux pouvoir vendre mes biens. Le courtier doit s'assurer de l'identité, de la capacité des parties. Donc, c'est la raison pour laquelle, en règle générale, un opérateur, lorsque vous vous inscrivez, va vous demander un certain nombre d'obligations.
et parfois même, dans certains cas, carrément de fournir des documents d'identité. Et là, je parle vraiment des obligations de l'opérateur et non ce qu'on appelle le KYC, donc le Know Your Customer, qui est une procédure qui vous est imposée par le prestataire de services de paiement parce qu'il va vous fournir des services de paiement et que dans le cadre de ces obligations, il vous demande de lui fournir certains documents d'identité. Troisième obligation, c'est s'assurer de la licéité des produits ou des services vendus. Naturellement, mais on y reviendra dans le point 3, si vous vendez des produits ou des services, vous devez le faire de manière licite et c'est une des obligations de l'opérateur de s'assurer que c'est le cas. Et enfin, il y a cette obligation, bien sûr, il y a une obligation de mise en garde et de conseil. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal sur la plateforme, l'opérateur est supposé intervenir. Mais de manière presque essentielle, il y a cette obligation de reddition de compte, de rendre compte, ce qui est permis par l'éditeur de la solution, donc par exemple ici Origami, qui va vous mettre à disposition une interface, à vous, opérateur, qui va vous permettre de piloter votre activité, mais aussi d'indiquer aux différents vendeurs qui font du chiffre d'affaires par votre intermédiaire quel est le nombre de transactions, quel est le nombre de biens, etc., etc. Donc, voici les 5 obligations principales du courtier. C'est essentiel d'avoir à l'idée qu'un courtier ne doit pas trop dépasser son statut de neutralité. Un courtier met en relation, effectivement, peut intervenir en tant que tiers de confiance, mais doit garder à l'esprit qu'il ne doit pas s'immiscer dans la transaction sous-jacente. C'est le cas, par exemple, Uber a été sanctionné par la Cour de justice de l'Union européenne parce que Uber avait défini à la fois les conditions de formation du contrat, donc par exemple le prix, l'objet même de la prestation. Là, en l'occurrence, c'était les VTC. Les VTC n'existaient pas avant Uber. Et aussi les conditions d'exécution du contrat. Uber, concrètement, a un pouvoir de sanction sur les chauffeurs, pouvoir de sanction qui se manifeste par exemple par une éviction ou une suspension des comptes. Dès lors qu'un opérateur va trop s'immiscer dans la transaction sous-jacente, en définissant le prix, en indiquant aux prestataires ou aux vendeurs ce qu'ils doivent faire, et aussi au stade de l'exécution, en les sanctionnant s'il n'est pas content de la prestation ou du service qui est fourni. À ce moment-là, l'opérateur pourra quitter son statut de simple courtier pour aller vers celui carrément de prestataire de service ou de vendeur et engager sa propre responsabilité, ce qui est arrivé donc à Uber et on le verra à d'autres opérateurs ensuite. Ce qui fait que d'un point de vue contractuel, donc là vous avez une slide qui vous montre dans un premier temps l'architecture contractuelle qui est en règle générale conseillée sur une plateforme C2C. Mais comme vous le voyez, dans le contrat qui régit la vente du produit, donc c'est ce que vous voyez en bas, les conditions générales de vente, l'opérateur est tiers à ce contrat. Donc, c'est un contrat qui est supposé être signé et conclu entre le vendeur et le client, mais sans que l'opérateur soit partie à ce contrat, puisqu'il est simplement intermédiaire. Au rang des obligations des opérateurs dans le cadre d'une plateforme C2C, la première des choses, c'est d'indiquer à l'utilisateur final, le client potentiel, qui sont les offreurs, qui sont les vendeurs. Est-ce que ce sont des pros ou des consommateurs? Pour la simple et bonne raison qu'il faut le savoir, mais on y reviendra, une personne qui vend un produit en indiquant qu'il est consommateur alors qu'il est professionnel, c'est une pratique commerciale trompeuse. De la même manière, deuxième point, l'opérateur doit décrire les services et les objets qui sont vendus via la plateforme. Ça paraît évident, mais c'est essentiel. L'opérateur doit indiquer quel est le prix du service de la mise en relation et son mode de calcul s'il est mis à la charge du client. Donc, si par exemple vous achetez un produit, je dis n'importe quoi, 10 €, si jamais le coût de la mise en relation est de 2 € et qu'il vient s'ajouter aux 10 €, l'opérateur doit l'indiquer. De la même manière, l'opérateur doit indiquer comment il gère les transactions financières. Donc, en règle générale, c'est le cas dans la plupart des marketplaces C2C, l'opérateur passe par un prestataire de service de paiement. À ce moment-là, l'opérateur doit indiquer qui est le prestataire de service de paiement, comment sont cantonnés les fonds et comment ils sont débloqués. L'opérateur doit ensuite indiquer quelles sont les assurances et les garanties proposées par la plateforme. C'est par exemple, lorsque vous allez sur Drivey, qui est donc une plateforme de location en C2C de véhicules, vous avez
une assurance qui vous est proposée par un tiers, je crois que c'est la Maïf ou AXA, et qui vous permet d'assurer le véhicule pendant la durée de la location. Et enfin, et je rebondis sur ce que disait Alexandre, l'opérateur a l'obligation d'indiquer les modalités de règlement des litiges. Si vous êtes tiers de confiance, assez naturellement, vous intervenez comme intermédiaire, mais comme médiateur dans le cas de potentiels litiges. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Origami intègre une interface de messagerie tripartite, avec naturellement le client et le vendeur qui peuvent échanger, mais avec un œil qui est offert à l'opérateur. Donc, bien penser du côté de l'opérateur, lorsque vous configurez votre plateforme, à alerter le vendeur au moment où il upload son offre de vente sur le fait que si jamais il est professionnel, il est dans l'obligation de l'indiquer, parce que sinon c'est une pratique commerciale trompeuse. Pour chaque offre, il faut indiquer le bien du produit ou du service, mais aussi, lorsqu'ils sont mis à la charge de l'acheteur, les frais de mise en relation. Et enfin, pour chaque offre, il faut bien indiquer au client final s'il y a une garantie de conformité, s'il y a, le cas échéant, un droit de rétractation. Alors, le droit de rétractation, normalement, c'est en B2C, donc entre un professionnel et un consommateur. Donc, en principe, il n'y en a pas en C2C. S'il y a une garantie des vices cachés. Et ça, c'est une obligation. L'opérateur, au-delà du fait qu'il doit mettre des conditions générales d'utilisation, etc., on y reviendra, il doit indiquer quelles sont les dispositions du Code civil qui vont s'appliquer à la vente de biens ou de services. Donc, en C2C, normalement, il n'y a pas de contrat. Dans la vie non professionnelle, on n'a pas de contrat pour vendre, par exemple, les vêtements de son enfant. À ce moment-là, il faut rappeler ce qu'on appelle le droit commun, le droit qui va s'appliquer en l'absence de contrat. Donc, Alexandre, tu allais dire quelque chose? Non, c'est comme j'ai répondu à l'écrit à 2 questions, c'est tout. Alors, Alexandre en parlait, c'est essentiel. Qui dit C2C dit en ce moment au moins loi pour l'économie circulaire, donc une loi qui est apparue récemment et qui vient créer un certain nombre d'obligations pour lutter contre le gaspillage. À ce titre, on a vu qu'un vendeur professionnel de biens d'occasion sera tenu désormais d'une garantie de conformité qui n'est plus non seulement de 6, mais de 12 mois maintenant. Donc, il y a une mise en œuvre pratique des obligations liées à l'écologie et aux engagements écologiques. De la même manière, outre la garantie de conformité, il faut savoir que tout vendeur, même non professionnel, a une obligation d'assurer ce qu'on appelle une garantie des vices cachés, donc une garantie contre tout vice qui ne serait pas visible au moment de la vente. Cette garantie des vices cachés, elle est de droit, par principe, elle est accordée, sauf à ce que le vendeur l'exclue dans son contrat. Donc, par exemple, dans le cadre d'une plateforme en C2C, en règle générale, le vendeur n'a pas de contrat, donc il se repose sur les dispositions du Code civil qui sont rappelées par l'opérateur, et à ce moment-là, la garantie des vices cachés s'applique. Ça, c'était pour la responsabilité de l'opérateur liée aux transactions. Donc, comme vous le voyez, peu de responsabilité. En ce qui concerne les contenus, donc les contenus qui sont téléchargés par tout un chacun sur la plateforme, les photos, les fiches produits, voire les messages qui sont mis sur un forum, on en revient à une théorie vieille comme le monde en droit, qui est la distinction entre éditeur et hébergeur. Concrètement, un opérateur sera considéré comme éditeur et responsable de plein droit des contenus s'il contrôle les contenus et s'il en a connaissance. À l'inverse, il sera considéré comme simple hébergeur avec une responsabilité limitée s'il ne connaît pas, s'il n'a pas de contrôle sur les contenus qui sont publiés sur la plateforme. Donc, dans les faits, un opérateur pourra indiquer qu'il est hébergeur et avoir une responsabilité limitée s'il se contente de supprimer un contenu au moment où on lui notifie le caractère illicite. Ce n'est pas l'hébergeur qui doit contrôler tous les contenus. Il doit attendre qu'on lui notifie le fait qu'un des contenus peut être illicite. Ça, c'est essentiel. Donc, même si c'est une fonctionnalité qui est offerte par la très grande majorité des éditeurs de solutions, l'opérateur ne doit pas opérer de contrôle a priori des contenus qui sont téléchargés sur la plateforme, sinon il risque de quitter son rôle de simple hébergeur et sa responsabilité allégée pour adopter celui d'éditeur et la responsabilité de plein droit liée au contenu.
C'est dans les faits ce qui est par exemple arrivé en première instance, ça a été infirmé ensuite, à Alibaba. Alibaba hébergeait sur sa marketplace B2B une, euh, une offre d'un vendeur asiatique qui vendait des produits Lafuma. Lafuma, c'est non seulement des produits de haute montagne, mais aussi du mobilier professionnel. En l'occurrence, un vendeur vendait des produits Lafuma sans que Lafuma ait été informé, ce n'était pas vraiment des produits Lafuma, contrefaçon, attaque, en tout cas assignation en contrefaçon de Lafuma, qui a mis dans la cause Alibaba. Alibaba a dit, attendez, je suis juste opérateur, je suis donc hébergeur, je ne contrôle pas les contenus, je ne peux pas être considéré comme responsable de cette contrefaçon. Le juge de première instance a considéré que Alibaba devait être considéré comme éditeur et donc responsable parce que Alibaba fournissait à certains des vendeurs qui étaient souvent contrefaisants un abonnement premium, sélectionnait les marchands et leur proposait par exemple des facilités de paiement. Tous ces éléments concordaient et créaient un faisceau d'indices qui montrait que Alibaba, selon le juge de première instance, devait être considéré comme éditeur parce qu'il connaîtrait les contenus. Alors, je précise que c'est une décision de première instance qui a été infirmée ensuite. Aujourd'hui, à date, il n'y a pas, sauf pour Airbnb, de décision qui considère qu'un opérateur de plateforme doit être considéré comme éditeur. Seul Airbnb a été condamné et jamais au-delà de la première instance, donc jamais des décisions très solennelles. Par exemple, Cdiscount, bon, on adhère ou pas à cette décision, mais Cdiscount, en première instance comme en appel, a été considéré comme simple hébergeur parce qu'ils auraient un simple rôle de prestataire technique automatique et passif. Bon. Ça, c'est donc en ce qui concerne les contenus. Parmi les contenus qui sont publiés, il y a aussi les avis. Sachez que lorsque vous mettez en place une fonctionnalité qui permet de publier des avis, vous avez un certain nombre d'obligations, que vous le fassiez en direct ou par des prestataires tels que Avis Vérifié ou Trustpilot. En l'occurrence, vous devez indiquer à proximité des avis s'ils sont contrôlés par vos soins, quand est-ce qu'ils ont été publiés, leur ordre, pourquoi est-ce que tel avis est mieux classé qu'un autre, et dans une rubrique spécifique facilement accessible sur la plateforme, donc c'est en dehors des CGU, ou ça peut être dans les CGU, mais en règle générale, on conseille que ce soit à côté. Il faut indiquer quelle est la contrepartie qui est fournie en échange du dépôt d'un avis, notamment s'ils sont payants. Quelle est la durée maximale de publication et de conservation de l'avis, et si jamais il y a une procédure de contrôle, comment se fait ce contrôle? De la même manière, c'était notre troisième point. Donc ça, j'étais sur vraiment la responsabilité de l'opérateur liée aux transactions puis au contenu. Là, on va passer au troisième point, qui est donc un point essentiel, c'est qu'il faut que vous vous assuriez de la légalité du modèle. Pourquoi? À titre d'exemple, on peut prendre très récemment des plateformes qui ont donc créé des plateformes C2C de location de véhicules et de transport et de copartage de véhicules. C'était le cas de Uberpop et de Hitch, qui permettaient à tout un chacun de prendre leur voiture le dimanche et de proposer des services dits de taxi. En l'occurrence, c'était censé être du VTC, mais le Uberpop comme Hitch ont été condamnés pour exercice illégal de la profession de taxi, qui fait l'objet d'une réglementation et d'un monopole. Et en l'occurrence, donc, ont été condamnés à plus de 700 000 € d'amende tous les deux, avec des interdictions d'exercer avec du sursis, mais des réquisitions du procureur avec des interdictions d'exercer pour les dirigeants. De la même manière, si votre idée était d'avoir une plateforme en C2C de transport de biens ou de personnes, sachez qu'en ce qui concerne le transport de biens, ce sont des activités encadrées avec des statuts spécifiques, en l'occurrence les statuts de société de transport ou de commissionnaire de transport. La loi d'orientation pour les mobilités est en train de remettre en cause ces deux statuts et de créer de nouveaux statuts pour les plateformes qui permettent de mettre en relation des gens qui veulent transporter des biens et des gens qui peuvent proposer cette prestation. Mais sachez qu'à titre d'exemple, ces deux activités sont réglementées au même titre que beaucoup d'autres. Alors, Paul, il y a peut-être quelques questions, si je peux me permettre. Il y avait une question de Michael. Le KYC du vendeur doit se faire dès la mise en vente ou uniquement au moment de la libération des fonds vers le vendeur? Alors ça, Michael, je vous propose d'en parler. C'est le point, je crois,
5, c'est dans quelques slides, on va parler des Parfait. PSP. Parfait. Ensuite, il y avait sur la garantie, mais la garantie est apportée par le vendeur et peut bien proposer le produit sans garantie. Donc, c'était pour rebondir sur le droit commun, au final, je pense. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien le vendeur qui est responsable de la vente et de toutes les caractéristiques de la vente. Dans la vente d'un produit, il y a naturellement le fait de vendre, de récupérer l'argent, mais aussi et surtout la livraison. La livraison fait partie intégrante de la vente. En règle générale, ça arrive souvent qu'on ait des vendeurs qui disent « je ne suis pas responsable de la vente, c'est mon logisticien ou mon transporteur ». Cette clause est totalement illicite. Un vendeur, peu importe par qui il passe pour la livraison, est responsable de la vente. De la même manière, pour les garanties, le vendeur est responsable de fournir ses garanties. Et donc, comme je disais tout à l'heure, un vendeur particulier, non professionnel, peut exclure le bénéfice de la garantie des vis cachés. Par exemple, vous pouvez dire, je vends mon véhicule, mais il n'y aura pas de garantie des vis cachés. À vous de bien vérifier que ce véhicule ne présente pas de vis lors de l'achat. Ok. Alors, j'enchaîne, hein, je me permets. Une autre question d'Alexandre. Est-ce que le fait d'effectuer une validation des produits engage la responsabilité de la plateforme qui héberge la transaction et change son statut? Alors potentiellement oui, mais en l'occurrence, comment est-ce que ça va se passer? Alors comment ça va se passer dans les faits? Donc il y a un contenu qui est publié par un vendeur, c'est un contenu qui est illicite. Donc soit il est contrefaisant, soit il est carrément illicite. C'est du contenu, par exemple, pédopornographique, comme on a pu le voir dans le passé. À ce moment-là, il y a un contentieux, l'opérateur est mis dans la cause et se retrouve devant un juge. Et là, le juge va étudier tout un faisceau d'indices qui va lui permettre de conclure ou non à un contrôle et à une connaissance du contenu par l'opérateur. Si le juge s'aperçoit par des mails ou par des attestations que l'opérateur, dans les faits, contrôlait les fiches produits, par exemple, soit les changeait lui-même, soit soit envoyait un mail pour modifier les fiches produits, à ce moment-là, le juge pourra forger sa conviction que non seulement l'opérateur contrôlait, mais carrément qu'il éditait les contenus. Donc, ce sera à partir d'un faisceau d'indices. Donc, non seulement, bien entendu, le juge va regarder l'interface de l'opérateur et donc voir si, oui ou non, il pouvait valider dans les faits en cliquant telle ou telle fiche produit. Mais il va aussi et surtout voir si dans les faits, il faisait usage de cette fonctionnalité. Ok, oui, bah, c'est très lié à la dernière question d'Antoine qui était concernant la responsabilité liée au contenu, justement. Est-ce que modifier la description d'une annonce fait de l'opérateur un éditeur? Ça, oui. Ça effectivement, si la personne qui se plaint de cette modification est capable de rapporter la preuve du fait que l'opérateur a changé lui-même spontanément la fiche produit ou le contenu, effectivement, là, il y a une vraie présomption, ou voire une preuve d'un contrôle et donc d'une connaissance du contenu et donc une qualification d'éditeur au bout. Oui, ok. Ok, et alors je pense que je vais moi la prendre et après je te laisse reprendre. C'était sur la question sur la commission. Est-ce qu'il faut la calculer alors je vais tout lire. Est-ce qu'il faut la calculer vers la fin après que la commande soit livrée, si c'est un pourcentage configuré à l'inscription du vendeur, ou il faut ajouter le pourcentage sur les prix pour que le client final la paie et non pas le vendeur? Alors la réponse en fait c'est les deux sont possibles. L'idée c'est que vous pouvez configurer des commissions sur les vendeurs, mais vous pouvez également configurer des commissions sur les acheteurs. Vous avez les deux. Donc c'est un ou, c'est un et. Vous pouvez avoir les deux également en même temps, ou l'un ou l'autre. Et en fait, les commissions, vous pouvez même avoir différentes granularités de configuration. C'est-à-dire que vous pouvez définir des commissions par vendeur, par acheteur potentiellement, définir également par catégorie, voire même par produit ou service. Donc ça vous permet d'avoir une très grande flexibilité de configuration sur les commissions. Voilà pour répondre à votre question. Et la dernière, c'était sur les coordonnées. Oui, tout à fait. Ça, on va vous fournir tout ça. Il y a aucun problème. Je, je rebondis sur ce que tu disais, Alexandre, d'un point de vue juridique, un courtier, donc un simple intermédiaire, en règle générale,
se rémunère via une commission, mais il est parfaitement libre. Donc, sur une plateforme, vous faites à peu près exactement ce que vous voulez en termes de business model. Vous pouvez demander un abonnement, plus une commission, qu'un abonnement. Et la commission, son niveau, donc ça peut aller jusqu'à 100%, même s'il n'y a plus trop de sens, et aussi son assiette, donc la base sur laquelle est calculée la commission, tout ça est libre. Donc, ça peut être le TTC, ça peut être le hors-taxe, ça peut inclure les frais ou non. Tout est libre. Exactement. Alors, si je continue, quatrième point qui est important et qui nous est souvent demandé, quels sont les contrats que je mets en place sur une plateforme C2C? Déjà, en introduction, je préviens, je vais aller à contre-courant de ce qui se fait en règle générale. En règle générale, sur une plateforme C2C, on voit uniquement des conditions générales d'utilisation. Donc, mon schéma ici ne serait pas du tout bon. En règle générale, on voit des conditions générales d'utilisation qui sont ce qu'on appelle multipartites. Donc, elles sont entre l'opérateur et toute personne qui vient sur la plateforme. Alors, c'est possible, on va dire, mais notre credo, notre doctrine, c'est de ne pas faire comme ça pour la simple et bonne raison que vous soyez en B2B, en C2C, en B2C, peu importe. Votre rôle en tant qu'opérateur, c'est aussi de cantonner votre responsabilité, de la limiter. Donc, de restituer aussi au travers de votre architecture contractuelle le fait que vous êtes tiers à la transaction. Donc, si vous faites des CGU qui disent à la fois voici mon niveau de commission, voici la marketplace que je vous mets à disposition, voici les règles qui vont régir les transactions qui sont conclues par mon intermédiaire. Si vous faites tout ça, eh bien, c'est très difficile ensuite de dire moi, opérateur, je suis tiers à la vente. Non, s'il y a un contrat où tu es partie, c'est parce que c'est des conditions générales d'utilisation multipartites qui concernent l'opérateur, le vendeur, le client. Ensuite, d'un point de vue juridique, c'est très difficile de dire non, je suis extérieur. Donc, l'idée, en tout cas, un conseil, même si je me répète, c'est possible d'avoir un seul contrat qui dit tout et n'importe quoi, entre guillemets. Notre conseil, c'est d'avoir un contrat, donc des conditions générales de service avec les vendeurs, ou qui est parfois appelé des CGU vendeurs, qui dit voici mon niveau de commission, voici la plateforme que je vous mets à disposition, voici où commence et s'arrête ma responsabilité. Ensuite, d'avoir des conditions générales d'utilisation avec tout client ou utilisateur de la plateforme qui disent comment vous intervenez sur les avis, sur les transactions, le cas échéant, les litiges, etc. Et enfin, vous avez les conditions générales de vente ou conditions commerciales qui, en C2C, sont supposées indiquer quel est le droit commun, donc ce que dit le Code civil lorsqu'on vend entre consommateurs, et en ajoutant quelles sont les règles qui sont obligatoires sur la marketplace parce que imposées par la configuration technique de la plateforme. Par exemple, si j'ai intégré un prestataire de service de paiement, celui-ci m'impose d'opérer les remboursements qu'au terme d'un délai de, je dis n'importe quoi, 18 jours après la vente. Eh bien, ça, il faut que je l'indique dans les conditions commerciales de la marketplace. Donc, ayez bien à l'esprit, ce schéma n'est pas obligatoire, c'est ce que nous, on recommande, mais c'est une recommandation forte. Si je continue, pourquoi est-ce que c'est important? Alors, j'ai souvent cette question, mais je la trouve légitime, donc je l'aborde. Si je suis dans le cadre d'une plateforme C2C, pourquoi est-ce que je n'irai pas choper les contrats de mon concurrent? C'est possible, c'est très risqué, pour la simple et bonne raison que copier des contrats, déjà, c'est une contrefaçon. Mais aussi et surtout, c'est de la concurrence déloyale. Lorsque vous copiez les contrats d'un concurrent, c'est ce qu'on appelle du parasitisme. Et donc, c'est de la concurrence déloyale. Donc, il est toujours conseillé de récupérer des contrats soit d'un avocat, soit d'une plateforme, mais d'une plateforme qui vend des contrats. Mais toujours est-il d'avoir les vôtres ou même de les rédiger vous-même, tout en ayant à l'idée qu'il est essentiel que vous respectiez dans ces contrats votre rôle de simple intermédiaire. Si vous êtes trop limitant, si vous contrôlez trop les vendeurs, vous risquez, comme ça a été le cas d'Amazon récemment, qui a été condamné à 4 millions d'euros pour déséquilibre significatif, vous risquez d'être sanctionné. Soit d'avoir simplement des clauses de votre contrat qui vont être considérées comme illicites, soit carrément qui vont engager votre responsabilité pour déséquilibre significatif. En l'occurrence, c'est surtout la clause relative aux indices de performance.
Donc, par exemple, lorsque vous exigez d'un vendeur qu'il atteigne tel et tel niveau de performance, eh bien, sachez qu'il est essentiel de bien définir ce qu'on appelle ces KPI. Parce que si jamais vous voulez que ces KPI vous permettent d'éjecter ou concrètement d'évincer un vendeur, il faudra absolument qu'elles aient été bien définies au préalable. Vous n'avez pas le droit de les changer au dernier moment ou de sanctionner un vendeur au motif que vous auriez défini des KPI qui sont visibles nulle part. Cinquième point, et c'est un point essentiel, si vous faites une marketplace C2C, vous allez permettre à des consommateurs de générer un revenu additionnel. Vous êtes dans l'obligation de les informer. Comment est-ce que cette information se fait? Elle se fait en mettant dans les conditions générales d'utilisation des liens qui sont fournis par le gouvernement et que je vais vous montrer dans la slide d'après. Première chose. Deuxième chose, vous êtes dans l'obligation de fournir un relevé utilisateur à tout vendeur qui vient sur la plateforme et qui génère plus de 3 000 € et plus de 20 transactions. Donc, si un utilisateur génère plus de 3 000 € par votre intermédiaire, moyennant plus de 20 transactions, vous êtes obligé de lui envoyer un relevé utilisateur et surtout de transmettre à l'administration fiscale ce récapitulatif. Donc, sachez de la même manière que votre plateforme devra être connectée à l'interface de l'administration fiscale. Ça, Alexandre, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en œuvre? Oui, tout à fait, très important. Et au-delà de ces premières obligations qui sont quand même assez dures, à partir du 1er juillet 2021, il vient d'y avoir une réforme fiscale. Tout opérateur sera obligé d'avoir un registre des commandes qui ont été réalisées par la plateforme pour la vérification de la TVA. Donc, si l'administration fiscale vient, l'administration fiscale peut demander à l'opérateur le registre de l'ensemble des transactions qui ont été réalisées par la plateforme pour pouvoir contrôler la TVA. Alors là, vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la TVA, etc. applicable? Donc bon, on va vous envoyer les slides, donc ça ne sert à rien de vous approcher de votre écran et de vous faire mal aux yeux. En ce qui concerne la vente de biens, vous n'êtes pas imposé en dessous de 5 000 €. Donc, par principe, les revenus des ventes ne sont pas imposables si on est dans une activité non professionnelle. Ce sera uniquement pour les biens dont le prix est supérieur à 5 000 €. Et au-dessus de 5 000 €, c'est le régime d'imposition des plus-values qui est donc de 19 %. De la même manière, je fais une petite incise, mais sur les crypto-monnaies, c'est la même chose. En ce qui concerne, par exemple, si vous commencez à acheter et à créer des produits pour les revendre à titre habituel, le critère du critère habituel va vous faire passer de consommateur à professionnel. À ce moment-là, les revenus de votre activité deviennent imposables et vous devrez choisir un statut. Donc à ce moment-là, c'est simple. Par principe, vous devez déclarer vos recettes à l'administration fiscale dans votre déclaration de revenus. Et si vos recettes annuelles sont inférieures à 170 000 €, là, vous aurez à choisir entre le régime dit du micro-BIC, BIC, et à ce moment-là, il y a tout un process qui se met en place, soit ce qu'on appelle le régime réel. Et à ce moment-là, ça, c'est dans tous les cas, le régime réel est obligatoire dès lors que vous ferez plus de 170 000 € de revenus via de la vente de biens. Donc, je n'y reviendrai pas parce que tous les documents qu'on vous projette là sont disponibles en ligne. Il vous suffit de taper sur les moteurs de recherche BOFIP, B-O-F-I-P, plateforme, et là, vous avez tout le guide fiscal pour les opérateurs de plateforme. De la même manière, donc pour les services, de la même manière, ayez à l'idée que tous les revenus sont imposables différemment et que l'abattement, donc la somme en dessous de laquelle vous n'avez pas l'obligation de le mettre dans votre déclaration d'impôt, c'est 305 €. Donc, par exemple, au cabinet, souvent, on a des gens qui viennent nous voir en disant « Ouais, c'est 3 000 €. » Non, non, c'est 305 €. En dessous de 305 €, pas d'obligation de déclarer dans la déclaration de revenus. Au-dessus, c'est obligatoire. Donc, je ne reviens pas, mais donc sachez que le gouvernement fournit donc ce que vous voyez ici même, donc des infographies bien faites pour la vente de biens, de services et la location. Il y en a beaucoup, mais la location de biens ou le partage d'activités. Donc, vous voyez ici, pareil, pour le covoiturage et le partage de frais, il faut savoir que les revenus de la co-consommation ne sont pas imposables à certaines conditions. Et en l'occurrence, la condition principale, c'est que
je schématise, vous ne fassiez pas d'argent sur cette activité de co-consommation. Il faut qu'il y ait un partage de frais, mais qu'il n'y ait pas la génération d'un revenu additionnel. Paul, je me permets, il y a une question pour rebondir sur ce que tu disais. Est-ce que l'obligation justement du relevé d'utilisateur existe aussi si le particulier est rémunéré en bon d'achat? Très bonne question. À laquelle honnêtement, je n'ai pas la réponse. Alors, le relevé utilisateur, c'est l'article 242 bis du Code général des impôts. Vous avez l'obligation de fournir ces informations dès lors que vous en avez la connaissance. Très bonne question. À approfondir, je n'ai pas la réponse comme ça. Moi, j'imagine que c'est dans le contexte où il y a une activité primaire à côté, peut-être de e-commerce ou de retail, et de rémunérer les vendeurs, non pas voilà, en argent directement, mais en bon d'achat directement sur la plateforme primaire. Peut-être c'est peut-être l'idée, derrière votre question, Jérôme. On pourra en parler plus en détail si c'est ça. Mais alors, il faut savoir une chose, c'est que cette obligation de fournir l'information et de fournir le relevé utilisateur, c'est pour toutes les plateformes, y compris celles d'échange. Donc, qui dit échange dit non monétaire, de la même manière qu'un bon d'achat. Donc, a priori, vous y serez soumis. Après, à voir comment l'administration fiscale traite la fourniture d'un bon d'achat versus le fait de fournir de l'argent. Mais a priori, vous serez concerné. Après, c'est la vraie question, c'est le niveau d'imposition derrière. Est-ce que la fourniture d'un bon d'achat par le vendeur à la place pardon, oui, par le Oui, pour le vendeur, fait échapper ce vendeur à une imposition, je ne suis pas sûr. Maintenant, à voir. Mais ça, c'est intéressant. Par exemple, Patatam, que j'évoquais tout à l'heure, travaille avec des enseignes qui fournissent voilà, pour rémunérer les gens qui revendent leurs vêtements, fournissent des bons d'achat. Donc, c'est un modèle qui existe, qui est déjà éprouvé. oui, oui. Maintenant, à voir le niveau d'imposition. Oui, tout à fait. Ça, c'est un très beau use case aussi, effectivement. Alors, la dernière chose, est-ce qu'une marketplace de vente de pièces de rechange industrielles peut être attractive? Alors là, très bonne question. Je saurais pas forcément y répondre. Moi, j'ai plusieurs clients qui font ça. Donc, c'est plutôt du B2B, en l'occurrence, souvent. Donc, des plateformes d'économie circulaire liées à l'industrie. Non seulement c'est attractif, en tout cas, tout en respectant la confidentialité. Moi, j'ai plusieurs clients qui font ça dans l'industrie même nucléaire. Et en l'occurrence, on a fait des études de désirabilité avant de faire des études de faisabilité. Et à chaque fois, elles étaient concluantes. À chaque fois, effectivement, en interne, quel que soit le groupe, souvent c'est des grands groupes, il y a une désirabilité des entités en interne pour s'échanger des pièces de l'industrie. De la même manière, en C2C, on a aussi beaucoup de clients qui font ça. Soit des pièces automobiles, soit des pièces de machines, parce que vous êtes un gros bricoleur. Ouais, en tout cas, on a beaucoup de clients qui font ça et ça a l'air de fonctionner. Ouais, nous, on a des exemples dans l'univers de l'automobile aussi, effectivement. Donc, voilà. Voilà pour la réponse. J'en arrive au point 5. Donc là, j'étais sur les obligations fiscales et sociales. Le point 6, c'est il faut absolument limiter votre responsabilité à l'égard des partenaires. Et c'est là où je vais revenir sur les prestataires de services de paiement. Vous n'êtes pas supposé, en tant qu'opérateur, appréhender les fonds. Donc, les sommes qui vont du vendeur à l'acheteur, vous n'êtes pas supposé les capter sur un de vos comptes. Pourquoi? Le fait d'acquérir un paiement et ensuite de faire un virement associé à quelqu'un d'autre, c'est un service de paiement, c'est plusieurs services de paiement. Or, les services de paiement, la fourniture de services de paiement nécessite un agrément bancaire. Compte tenu du fait que vous n'avez pas a priori cet agrément, il y a plusieurs solutions, mais la solution la plus simple à court terme, c'est de passer par un prestataire de services de paiement. Ce prestataire de services de paiement va mettre en place des flux de paiement qui vont externaliser les flux de paiement en dehors de la plateforme et faire en sorte que l'opérateur n'appréhende pas ses fonds. Donc, bien entendu, l'opérateur aura une interface qui lui permettra de gérer, mais il enverra des requêtes au prestataire de services de paiement qui se chargera, lui, de fournir les services de paiement. Ce qui me permet de rebondir sur la question de Michael de tout à l'heure, qui disait le KYC, donc la procédure de Know Your Customer, donc la procédure
au terme de laquelle l'opérateur demande un certain nombre d'informations au vendeur pour pouvoir le mettre en relation virtuellement avec le prestataire de service de paiement et pour que le prestataire de service de paiement lui fournisse ses services. Ce KYC, en règle générale, mais je pense qu'il y a des gens dans la room qui travaillent là-dedans, mais en règle générale, le KYC est réalisé lors de l'intégration du vendeur. Donc, lorsque le vendeur arrive sur la plateforme, s'inscrit, crée un compte, à ce moment-là, on lui dit très bien, vous avez créé un compte sur la plateforme, mais vous ne pourrez pas utiliser cette plateforme si vous ne créez pas un compte auprès du prestataire de service de paiement. Le prestataire de service de paiement a été choisi par l'opérateur et à ce moment-là, soit c'est l'opérateur qui capte toutes les données demandées par le PSP et lui envoie, soit carrément le vendeur envoie directement toutes ces infos au prestataire de service de paiement et conclut avec lui un contrat qui lui permettra de gérer les paiements par l'intermédiaire de la plateforme. Mais en règle générale, ce KYC est demandé au moment de l'inscription du vendeur. Donc, pensez bien à une chose, c'est important dans vos contrats, dans vos discours, de bien indiquer ce que vous faites en tant qu'opérateur et ce que d'autres personnes connectées à la plateforme par API, donc par des interfaces de programmation, font. C'est le cas ici, par exemple, pour le prestataire de service de paiement, c'est aussi le cas pour des assureurs, c'est aussi le cas pour des logisticiens ou des transporteurs. C'est important de cantonner votre responsabilité. Moi, je fais ça. Le PSP, il gère les paiements. Le logisticien, il gère les transports. Attention. Et enfin, dernier point, je me dépêche, je vois le temps qui tourne. Pensez à la revente de votre activité. Donc, premier conseil, créer une société ad hoc, donc une société spécifique pour la gestion de la plateforme. Si vous avez d'ores et déjà une société qui n'a pas la même activité, notre conseil, c'est de créer une société spécifique pour la marketplace. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pourrez plus facilement vendre tous les actifs. Deuxième chose, assurez-vous d'une conformité au RGPD, donc à la réglementation propre aux données. Pourquoi? Parce que en droit, on n'a pas le droit de céder des fichiers ou des données si elles ne sont pas conformes juridiquement. Si une donnée qui n'a pas fait l'objet d'une conformité ou qui n'a pas été collectée avec le consentement de la personne, c'est une chose hors commerce. C'est comme si vous vendiez de la drogue. Donc, la vente correspondante peut être annulée. Et on a déjà eu le cas au cabinet, donc ce n'est pas une blague. C'est essentiel de consolider votre contrat avec les marchands, même si on est en C2C. C'est essentiel que ce contrat qui assoit votre business model et qui concrètement va vous permettre de gagner de l'argent soit bien fait. Respecte les normes et en règle générale, ça je plaide pour ma paroisse, mais soit revu par un juriste. Et enfin, et ça peut paraître bête, mais j'y reviens souvent et c'est essentiel, pensez à assainir votre comptabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez un peu quelles sont vos obligations fiscales en tant qu'opérateur. Donc, c'est ce que je disais, le relevé utilisateur, etc. Pourquoi? Parce que si jamais vous ne coopérez pas avec l'administration fiscale, vous pouvez être tenu à titre solidaire du paiement de la TVA. TVA normalement payable par vos vendeurs. Donc, ce ne serait pas drôle. Et surtout, ayez bien à l'esprit qu'il faut distinguer votre chiffre d'affaires, qui est constitué en règle générale par les commissions que vous touchez, du flux d'affaires qui est réalisé par l'intermédiaire de la plateforme. Si ma plateforme fait X transactions, ce qui représente sur une année 10 millions d'euros, ma commission, si elle est de 20% sur chaque transaction, ma commission représente 2 millions d'euros. Et donc, mon chiffre d'affaires, c'est 2 millions d'euros. Ce n'est pas 10 millions. Ça peut paraître évident ce que je viens de dire, mais malheureusement, je l'ai déjà vu dans le cadre de grosses levées de fonds, des confusions de ce type. Voilà, j'en ai fini pour la partie juridique. Alexandre, je te redonne la main pour notre conclusion sur la roadmap. Tout à fait, tout à fait. Alors pour le timing, on a très bientôt fini. Il reste 4 slides pour être tout à fait exact. C'était donc simplement pour la conclusion de finir sur l'accompagnement au lancement du projet, donc les potentiels roadmap projets, si vous avez des projets. Donc nous, Origami, on propose également en phase d'avant-vente ce qu'on appelle nous notre phase d'immersion avec les équipes techniques et opérationnelles des opérateurs. C'est
le format d'une interview généralement de 2 heures. Cette phase permet de bien comprendre les attentes, les enjeux et de clarifier la démarche de l'ouverture de la place de marché au travers de vos besoins, de vos processus potentiellement existants, potentiellement de vos outils, les points de friction de votre projet. Ça nous permet, nous, de bien comprendre l'objectif de votre place de marché et de pouvoir être en phase avec vos attentes. Donc ça n'engage à rien. C'est vraiment cette idée de comprendre à votre projet. Si vous avez besoin d'accompagnement plus poussé, forcément là, des cabinets de consulting feront un travail beaucoup plus précis. Mais on a cette phase qui permet d'aller déjà assez loin. Ensuite, nous, un projet va se découper en 4 grandes parties. L'étude, donc vraiment le pré-cadrage, le cadrage du projet, cadrage fonctionnel, cadrage organisationnel, la phase de build qui va être la construction de la place de marché, vraiment la configuration de celle-ci, et la phase de run, donc suite à la mise en ligne de la place de marché, où nous, en tant qu'éditeur, on a un accompagnement également tout le long du cycle de vie de votre marketplace, également suite à la mise en ligne, avec un accompagnement à la fois technique, mais également opérationnel si vous avez des besoins à ce niveau-là. Et côté juridique, il faut savoir qu'en règle générale, ce qui nous est demandé, c'est les prestations que vous voyez là, une note de cadrage en amont, ça arrive souvent qu'on nous demande. Et ensuite, il y a toute l'architecture contractuelle, donc les conditions générales de service avec le vendeur, les conditions commerciales qui encadrent la vente, les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité pour les obligations RGPD. Sans la note de cadrage, en règle générale, on peut aller très vite puisqu'on est très spécialisé, mais il faut compter 5 semaines. Donc, la note de cadrage, souvent, c'est de l'ordre de 2 semaines et vous rajoutez 5 semaines pour les contrats. Ça, c'est schématique et c'est quand on a le temps, tout simplement. Bien entendu, on peut faire plus long, plus court, surtout plus court. Et de manière, si on doit superposer les deux roadmaps, voilà, ça doit donner ça. Tout à fait. Où nous, on est généralement sur des phases projets d'à peu près 3 mois, modulo le besoin d'intégration spécifique dans un contexte existant. Mais voilà, ça vous donne une idée assez précise d'à quoi peut ressembler un projet, que ce soit technique, mais également juridique. Voilà. Bon, en règle générale, en plus, on en fait ensemble, mais alors, si je peux me permettre, et je le dis pas, je le dis en toute indépendance parce que je suis avocat, que je suis obligé d'être indépendant et parce que ça me tient à cœur, mais 3 mois pour l'aspect technique, c'est court. Donc, c'est un avantage avec Origami, puisque moi, de mon expérience, c'est souvent beaucoup plus, quoi. Après, tout dépend, mais donc ça, c'est une certaine efficacité du côté d'Origami. Tout à fait, tout à fait. Et voilà un petit peu pour cette présentation. Donc des questions, il y en a déjà eu pas mal. Il y en a encore quelques-unes, donc je me permets de les lire. Alors, on reprend dans un contexte B2B. Il y a différents régimes de TVA suivant les pays, dans l'Union européenne, dans l'Union ou tiers, en fonction aussi du seuil, du coup franchi ou pas. Comment savoir s'il est franchi ou non, avec également le seuil fixé à 10 000 € à partir du 1er juillet 2021. Alors, Adil, c'est une question très, 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 très précise et très spécifique. Alors, en l'occurrence, il faut savoir qu'avec la nouvelle réforme fiscale, vous aurez de toute manière le choix entre payer votre fiscalité pays par pays ou aller sur une plateforme unique européenne. Et à ce moment-là, vous aurez pays par pays, les normes, etc. Et vous paierez qu'en une fois. Ensuite, en fonction aussi du seuil de VAD, alors la VAD, c'est autre chose, c'est la vente à distance, et si vous vendez vous en direct, si vous êtes vous-même vendeur. Donc, je ne sais pas exactement quel est le seuil dont vous parlez. Comment savoir s'il est franchi ou non? C'est difficile de répondre à cette question, mais bon, J'ai pas la réponse. La question est peut-être un peu technique pour être abordée maintenant. Le mieux, c'est que vous nous envoyez un mail, vous avez les coordonnées là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on regardera. Ok.
OK. Alors, bah, il y avait combien coûte la rédaction des CGV, CGU? Merci. Et le vendeur est-il obligé de créer un compte Stripe? Donc là également, c'est assez précis avec Stripe. Donc là, effectivement, ça va dépendre des PSP, mais généralement, c'est géré côté éditeur. Donc côté Origami, c'est l'API d'Origami en fait qui va manager l'API du prestataire de services de paiement, entre autres la ventilation des fonds, la création des comptes vendeurs, etc. Donc là, c'est plus côté Origami Marketplace. Et pour le coup, bah, je te laisse répondre ou pas, je sais pas. Je Alors, te la rédaction des TGV, c'est CGS, CGU. Je vais faire je vais faire un peu de langue de bois, mais honnêtement, ça dépend des projets. Et surtout, bah, nous, au cabinet, comme on est très spécialisé, bon, en règle générale, on a des packs, des offres forfaitaires. Et tout dépend aussi, franchement, de votre besoin. On a des choses qui sont archi standardisées. À ce moment-là, c'est un budget très limité, mais vous n'avez pas accès à un avocat. Où on a, honnêtement, ça dépend de tout. Mais en minimum, en pack standardisé, je pense que je peux le dire. Nous, au cabinet, on est à 900 euros pour quelque chose de standardisé, sans interface avec un avocat. Et ensuite, dès lors que vous intervenez avec un avocat, moi, j'ai tendance à considérer que pour tous les contrats que j'évoquais tout à l'heure, donc CGV, CGU, CGS, plus politique de confidentialité, on est au minimum à 4000 euros, je dirais. Voilà, bah, c'était assez précis. Ok, mais je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas s'il y en a encore. Sinon, voilà, on est sur la fin de ce webinar. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. C'est qu'a priori, ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous avez nos coordonnées ici. Tout à fait. Choses qui vous sont fournies par l'intermédiaire de Webikeo, ainsi que les replays. Et puis de toute manière, je ne sais pas côté Origami, mais vous recevrez de nos nouvelles, en tout cas pour ceux qui en ont demandé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, le replay sera disponible. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas surtout. Et merci beaucoup pour votre attention. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis de la même manière, on est disponible sur LinkedIn. Donc Alexandre Duquesnoy et Paul Benelli. Merci à tous. Très bonne Merci journée. beaucoup. Merci Alexandre. Merci. Merci. Merci Paul. Bonne journée à tous. Au revoir.